Même règle que pour les autres. Une petite sonnette, un petit coup de sonnette. Et après, avec la petite poulette, en arrière, c'est devant, devant, c'est en arrière. Logique. Même règle que pour les autres, 20 minutes un petit coup de sonnette, et puis 2 minutes avant un petit signe. Ça vous va? Super. Moi, je vais vous présenter un peu, je vais vous parler un peu de blockchain et de ce qu'on sait faire. On va commencer par présenter un peu les principes de base. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on échange beaucoup d'informations, notamment autour de la gestion des assets entre différents acteurs autour de la chaîne. Et ce sont en général des relations qui sont en one-to-one, d'une partie prenante vers une autre partie prenante, et ces informations pourtant ont besoin d'être partagées par un certain nombre d'informations. Donc ça crée des liens multiples, des relations multiples, et qui se traduisent par des liens multiples informatiques. Alors ça peut être de l'EDI, ça peut être des mails, ça peut être tout ce que vous voulez, mais c'est des informations et qui ne sont pas forcément sécurisées. Ça veut dire que derrière aussi, on a des problèmes de réconciliation d'informations entre un client et son fournisseur, entre deux banques, etc., etc. Et tout ça, c'est coûteux, ça prend du temps, c'est pas forcément sécurisé. Donc la blockchain, en fait, le principe c'est quoi? C'est de partager un registre distribué entre tous ces différents acteurs. Ce qui veut dire Registre d'information. Alors, De données et d'informations. De données d'information. On va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail, mais c'est que une information est disponible, partagée par tous ces acteurs. Après, on verra, il y a des règles de sécurité qui peuvent s'appliquer, bien évidemment, mais le principe général, c'est un registre distribué. Dans le registre, c'est quoi? Je vais renseigner dans ce registre une transaction qui sera elle-même sécurisée et distribuée sur les différents points du réseau. Très rapidement, la blockchain, c'est quoi? C'est que un acteur va effectuer une transaction, un transfert, un asset. En termes d'assets, on peut avoir des assets tangibles, des assets intangibles, comme des assets digitaux pour la musique, des assets, le bitcoin, on peut en faire partie, etc., etc. On va effectuer une transaction de A vers B. Chaque transaction, à ce moment-là, est regroupée dans ce qu'on va appeler un bloc. Le bloc, après, est validé. Donc là, c'est des algorithmes mathématiques. Il est validé pour ensuite être vraiment inscrit dans la blockchain à ce moment-là. Et là, B la reçoit, c'est-à-dire le deuxième acteur la reçoit, et c'est inscrit dans la blockchain, et cette information est immuable et inviolable. Elle est immuable et inviolable, pourquoi? Parce que, tout simplement, parce que chaque bloc contient une copie du bloc précédent. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez falsifier un bloc, vous êtes obligé de falsifier tous les suivants. Donc c'est pas possible. Bon, le principe général, c'est un peu la même chose, dit différemment. Vous avez des nœuds dans la blockchain. Un nœud, c'est quoi? C'est un participant, un propriétaire qui a capacité à envoyer de la transaction, qui a ce qu'on appelle une copie du registre, ce fameux registre qui contient toutes ces transactions, qui est distribué, donc il en a une copie. Et puis, il peut signer les transactions, les valider. Toutes celles qui sont émises, elles doivent être validées par les différents nœuds avant d'être insérées dans le réseau, et puis avec une identification. Donc en fait, chaque bloc contient une empreinte du précédent. Les différents nœuds forment le réseau, qui ensuite, sur lequel on vient soumettre des transactions, et là, il y a un consensus d'approbation qui va permettre, enfin, d'enregistrer la transaction dans la blockchain. Donc ça, voilà le principe général, le principe de base. Et pourquoi blockchain? C'est que chaque bloc est enchaîné au précédent par une copie du précédent. Et ensuite, c'est alimenté. Vous pouvez illustrer par des exemples On va y venir. C'est un workflow, on voit le principe. Alors, après, C'est tellement de transactions différentes dans une entreprise que... ensuite, je vais vous présenter des usages, ou même des expériences concrètes qui ont été menées. D'accord? Alors, plus près? Plus loin? Plus près?
D'accord. Alors IBM est un acteur sur la blockchain aujourd'hui. Donc vous avez la blockchain, on va dire entre guillemets standard, qui est sur la partie gauche de l'écran, et pour le coup, on peut dire que c'est toute la partie Bitcoin par exemple, ou Ethereum, que tout le monde connaît plus ou moins. Et IBM a fortement investi sur cette partie-là. C'est toute la partie bleue derrière, où IBM est parti pour travailler sur de la blockchain qui est dite sécurisée, qui est dite privée. Donc, on a développé un socle, on va appeler Hyperledger, qui ensuite a été mis à disposition de la communauté Linux en open source, qui était là-bas. L'idée étant pas de s'approprier ça, mais d'en faire vraiment un outil collaboratif partagé par l'ensemble de la communauté pour qu'il puisse progresser. Donc, les avantages de la blockchain d'IBM, si vous voulez, c'est quoi? C'est de travailler sur une blockchain qui soit plutôt privée, sécurisée, inviolable. À la différence, si vous voulez, d'une blockchain publique où tous les nœuds du réseau sont publics, il n'y a pas de barrière à l'entrée, tout le monde peut aller là-dessus, donc c'est sous couvert d'anonymat. C'est plutôt, finalement, donc, tout ce que est Bitcoin. A contrario, vous avez de la blockchain privée, qui, elle, finalement, est assez limitée parce qu'elle va être pour un usage réellement interne. Et ensuite, on a la notion de consortium qui, elle, regroupe plusieurs acteurs. Donc là, c'est là-dessus qu'on a beaucoup travaillé, où les acteurs sont identifiés. On a des droits d'écriture et de modification qui sont modifiables, évidemment. Mais surtout, c'est la capacité d'audit. Toute information qui est renseignée à l'intérieur, elle est auditable, vérifiable. Pour revenir juste sur la blockchain publique, quels sont les acteurs, tu parlais de réseau en peer-to-peer, mais qui contrôle vraiment? Alors, est-ce que c'est sécurisé ou pas? C'est plus ou moins sécurisé, entre guillemets, avec les processus de minage qu'on peut avoir d'algorithmes, mais qui coûtent cher aussi, en temps, en énergie. Et qui dirige ces blockchains? Public? Ouais. Ils ne sont pas réellement contrôlés. C'est sur le même principe que l'Internet, que le web. Alors, vous vouliez qu'on rentre dans des cas un petit peu plus concrets. Un premier exemple, je ne sais pas si il reste combien de temps. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tous les détailler. D'accord. Un quart d'heure. Un quart d'heure. Premier exemple, c'est le crédit mutuel. Le crédit mutuel, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont 3 activités. Une banque de détail, du crédit à la consommation et de l'assurance vie. Quand vous êtes client au crédit mutuel, et que vous voulez ouvrir un compte, vous devez fournir vos 3 derniers bulletins de salaire, une copie de votre carte d'identité, etc., etc. Et ces informations, si vous ouvrez un compte dans la banque de détail, vous allez les communiquer à la banque de détail. Demain, vous voulez ouvrir un compte assurance vie dans la filiale du Crédit Mutuel qui fait ça, on va vous redemander ces mêmes informations. Là, il y a un projet qui a été mené, blockchainé, et c'est-à-dire que la filiale, la partie banque de consommation va renseigner toutes les informations que vous lui avez communiquées, va les mettre à disposition dans cette blockchain sécurisée, ce qui fait que le jour où vous allez ouvrir un crédit à la consommation ou une assurance vie, ces informations seront déjà disponibles. Et elles sont sécurisées. Ça, c'est le premier exemple qu'on peut avoir. Alors, je vous en ai sélectionné 4 aujourd'hui. Sachez qu'il y a plus de 500 projets qui ont été menés par IBM sur la blockchain. WeTrade, par exemple. WeTrade, c'est un consortium de 9 banques internationales pour digitaliser tout le processus de lettre de crédit entre un importateur et un exportateur. On va le faire là. Voilà. Là, en fait, vous avez un peu tout le flux. C'est-à-dire que l'importateur va vouloir ouvrir une lettre de crédit. Donc, il va ouvrir une lettre de crédit. Et donc, c'est une information qu'il va renseigner sur la blockchain. Derrière, la banque va avoir accès à cette information. Et elle va pouvoir dire, la banque de l'importateur, je vais accepter, je vais prendre au nom de cette information et je la valide. Cette banque, ensuite, cette information va être transmise à la banque de l'exportateur. Et comme ça, tout le flux
va être géré de façon sécurisée jusqu'au paiement. Et ensuite, on peut rajouter les smart contracts, c'est-à-dire qu'on peut déclencher des paiements au fur et à mesure de l'avancement de la marchandise, au fur et à mesure de toute la transaction physique, qui va pouvoir déclencher tout ou partie des règlements. Donc en fait, on suit ici, on a digitalisé tout le processus de gestion d'une lettre de crédit. Ça veut dire qu'on fait au moins l'économie de toutes les ressaisies d'écriture entre chaque intervenant. Alors on fait l'économie de toutes les ressaisies d'écriture, on fait un gain de temps énorme, et on n'a pas de problème de réconciliation entre guillemets, puisque l'information que je rentre, je suis sûr que c'est celle qui est reçue derrière. Et si je m'inquiète de la solvabilité d'un des intervenants sur le système, tout le monde a accès à la même source. Il y a une seule source d'information, et les banques étant acteurs du processus, à elles de vérifier la solvabilité. Et physiquement, c'est une interface, pratiquement, c'est une interface sur fond PC, c'est quoi, Alors, oui, ça veut dire aussi qu'il y a un certain nombre d'informations qui peuvent être issues de vos propres systèmes d'information et qui ensuite viennent s'interfacer sur la blockchain. En fait, la blockchain n'est pas, et on le verra sur la partie aussi agroalimentaire traçabilité, la blockchain n'est pas un système d'information amené à remplacer les vôtres, c'est un peu, comment dire, c'est une couche supérieure, c'est un ERP, on pourrait dire que c'est un ERP collaboratif au-dessus. D'accord ? On renseigne, là cette histoire de trade, on renseigne déjà l'ensemble des intervenants au préalable ou chacun peut l'accès à cette blockchain-là là. C'est une blockchain privée où il y a 8 acteurs aujourd'hui. Mais qui s'y décide ces 8 acteurs-là? Après, c'est un consortium, et eux, ce consortium décide d'ajouter une 9e ou une 10e banque en fonction des règles qu'ils ont établies entre eux. Je crois comprendre la question. Qu'est-ce qui décide Demain, moi je suis importateur, qui va rentrer mon nom dans la blockchain, ou je suis exportateur, et qui va rentrer le nom de cet importateur. Qui va m'inviter à ce consortium-là et... Alors, sur ce projet-là, je ne suis pas tout à fait à même de vous répondre. On pourra y focuser beaucoup plus sur la plateforme agroalimentaire. Sur ce projet-là, sachez simplement qu'au-dessus, les 8 banques ont mis en place une structure de gouvernance, et c'est elles, parce que c'est elles qui sont propriétaires du système. Donc c'est elles ensuite qui vont donner accès à de nouveaux importateurs ou exportateurs, à de nouveaux acteurs. Mais il y a un système de gouvernance qui a été mis en place au-dessus. Alors, pour répondre, on va revenir en arrière parce que je ne vais pas vous passer tous les slides, on va pas avoir le temps. Merckx, transport maritime, ils ont fait un pilote sur toute la partie transport de fleurs fraîches. D'accord ? En fait, Merckx, c'est quoi ? C'est la même chose que WeTrade, mais sur le flux physique. Et donc là, c'est tout le suivi du conteneur qui a été digitalisé et qui est suivi. Je passe assez rapidement. Et puis, on va venir donc sur la partie agroalimentaire cette fois-ci, et qui là est un petit... Vous aurez tous ces slides. Sur la partie agroalimentaire, IBM a développé une plateforme qui s'appelle IBM Food Trust, qui est vraiment dédiée à l'agroalimentaire. Alors, si on prend rapidement, ici, vous avez la couche basse, entre guillemets, avec Hyperledger, qui est tout le socle, vraiment technique. En dessous, au-dessus, vous avez un deuxième socle intermédiaire, un peu moins technique, qui est IBM Blockchain Platform. Et au-dessus, vous avez cette partie IBM Food Trust. IBM Food Trust, c'est quoi? C'est vraiment une plateforme métier dédiée à l'agroalimentaire, sur lequel aujourd'hui, il y a 2 modules principaux. Le premier, c'est tout ce qui est le recall produit, le rappel de produit. Et le deuxième, la gestion des certificats. Ensuite, sur la partie droite de l'écran, il y a un certain nombre de modules complémentaires qui sont en cours de développement ou qui peuvent être aussi développés par les adhérents de cette plateforme-là.
il y a un module en ce moment qui est en cours de développement sur le suivi de la fraîcheur des produits. Et tous ces modules peuvent être développés par des clients de cette plateforme, soit pour eux et intégrés à la plateforme, soit pour être mis à disposition des adhérents, enfin de la plateforme, ou soit pour être revendus à IBM pour qu'ensuite ils soient utilisés et standardisés là-dedans. J'avais prévu de vous faire une petite démonstration de la plateforme. Je ne vais pas pouvoir vous la faire, je pourrais vous la faire cet après-midi parce qu'il faut que j'ai mon poste pour un problème de connexion VPN. Donc, cette plateforme, deux modules principaux, traçabilité des produits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, globalement, on est capable de gérer la traçabilité de la fourche à la fourchette, si vous voulez. Cette plateforme-là, aujourd'hui, c'est un logiciel que vous pouvez prendre, et ensuite, vous allez donner des droits d'accès aux autres personnes adhérentes à cette plateforme. Et pour une nature d'information, vous pourrez dire « je donne cette information en visibilité à mon client, B2B, pour un retailer à mon client final, et ce qui permet de remonter toute la chaîne. » Les avantages, c'est quoi? C'est-à-dire que demain, vous êtes retailer, vous voulez donner de la visibilité à vos clients sur toute la traçabilité. Aujourd'hui, on peut scanner un QR code et remonter la chaîne. Pour un producteur, ça va lui permettre aussi de valoriser un petit peu son savoir-faire. On va être capable de gérer, de suivre le bio. Il y a des pilotes qui se font sur la rémunération des éleveurs laitiers. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont faites autour de tout ça. Cette plateforme, elle est née comment? Comment est née cette plateforme? Elle est née en fait avec Walmart au départ, où il y a un pilote qui a été fait pour la mangue. Ils se sont rendus compte qu'il leur fallait à peu près 6 jours pour être capable de faire toute la traçabilité de la mangue. Et avec la plateforme, avec IBM Food Trust, en 2-3 secondes, on était capable de la faire. Ce pilote, il a été aussi fait. Ensuite, il a été fait sur une autre filière qui est la traçabilité en Chine des porcs. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu une annonce qui a été faite cette semaine par le PDG de Walmart, qui maintenant impose à ses fournisseurs de blockchainer toutes ces informations pour septembre 2019. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ces problèmes de traçabilité deviennent très importants. Aujourd'hui, on est aux États-Unis avec Walmart qui a annoncé ça lundi dernier. Ça pourrait arriver en France assez rapidement. D'accord? C'est le cas de Carrefour avec les poulets labellisés. Alors, on fait une grande pub, soi-disant, sur les poulets blockchainés. Carrefour, ils ont fait un pilote sur les poulets blockchainés, ils en font un deuxième sur la tomate, et ils continuent à travailler sérieusement sur le sujet. Concrètement, c'est des éléments à saisir ou ça s'interface avec des systèmes d'information déjà en place? Alors, l'idée, c'est bien de récupérer de l'information dans vos systèmes, qui ensuite... Alors, il y a un peu de projet technique, forcément, parce qu'il va falloir récupérer l'information de votre système pour ensuite l'alimenter dans la blockchain. Mais ces projets-là, le plus gros du projet, c'est pas la partie technique, c'est pas d'alimenter la plateforme. Le plus gros du projet, il est qu'est-ce que je veux faire? Je veux donner de la visibilité à qui et pourquoi? Est-ce que je veux donner de la visibilité au client final? Est-ce que je veux donner de la visibilité à un retailer? Est-ce que je suis agriculteur et je veux donner de la visibilité aux producteurs, enfin aux transformateurs, et pourquoi? Donc la première chose, c'est qu'est-ce que je veux faire? Ou moi-même, il y a des choses que je veux connaître. Où je veux connaître. Voilà. La deuxième chose, c'est où sont mes données? Où sont mes données? Mon processus d'acquisition de données, il n'est pas que technique. Il est métier d'abord. Quelle traçabilité j'ai chez moi déjà? Comment je la gère? Et ensuite, comment je peux l'avoir informatiquement ou de façon digitale pour ensuite la blockchain. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, il y aura une couche évidemment technique pour alimenter. Et la troisième couche, c'est la restitution de cette information, par exemple au client final, avec une petite application sur un téléphone, lecture d'un code barre, d'un QR code. Et comme ça, je remonte toute la chaîne et je donne de la visibilité.
La question aujourd'hui, c'est de dire est-ce que un pêcheur du Pérou pourra rentrer ses informations s'il n'a pas d'équipement informatique, lui s'il a juste ses équipements de pêche, comment on va retracer le pêcheur du Pérou quoi. Bah, il faudra un minimum d'équipement quand même. Là, Walmart, ils ont lancé leur blockchain à eux, j'imagine, privé, et ils imposent à tous leurs fournisseurs, pareil, je connais temps, petit à petit, pour remonter au producteur, ou c'est... Alors Walmart, c'est IBM Food Trust, c'est ce dont je viens de vous parler. En fait, ça a été développé 2016-17 avec Walmart, et puis ensuite il y a un certain nombre d'autres qui sont venus se greffer, des Unilever, des McLean, des Dole, etc. Et ce qui a permis de développer, de passer d'un mode POC à un mode industriel. Donc la plateforme aujourd'hui, pour être très clair avec vous, elle est disponible aux États-Unis et elle sera, d'ici quelques jours ou semaines, disponible en France et en Europe. Et en quoi le fait qu'un retailer impose cet outil-là vers ses fournisseurs avec les impacts que ça peut avoir, c'est pas une position dominante et Peut-il le droit là-dessus? ouais. Alors, Parce que c'est quand même, enfin, ça donne le sentiment qu'on a une mainmise du retailer sur l'ensemble de la filière et que du coup les petits fournisseurs qui n'ont pas les moyens de négocier et de dire bah, moi je ne veux pas parce que ça, je ne veux pas vous donner accès à toutes ces informations, il n'est pas le choix en fait. alors moi, je peux vous répondre sur le fait que c'est du gagnant-gagnant sur toute la chaîne pour tout le monde. Et si on prend l'exemple de Lactalis, qui a énormément souffert, et on ne retient que le nom de Lactalis sur le dernier scandale l'année dernière, mais je pense qu'il n'était pas le seul. Il y a aussi des distributeurs qui n'ont pas forcément bien joué le jeu. Donc je pense que tout au long de la chaîne, on a y gagné. Maintenant, sur l'abus de position dominante, très clairement, on est sur des problèmes juridiques. Et là, je ne sais pas trop répondre. Vous voulez m'aider? Ah, je peux. Alors, l'abus de position dominante, le problème, c'est qu'il n'est pas évident à démontrer. Pour qu'il y ait position dominante, déjà pour qu'il y ait abus de position dominante, il faut qu'il y ait position dominante. Ça veut dire, mais ça va avec le terme. Et donc, pour qu'il y ait position dominante, il faut définir déjà sur quel marché on se place. Donc là, dans un cas comme celui-ci, ce serait par exemple le monde de la distribution, et voir si l'un des acteurs de la distribution est considéré comme dominant sur le marché sur lequel il se trouve. Si on raisonne sur un marché français, par exemple, qui est celui qu'on connaît le mieux, aujourd'hui, il est établi qu'il n'y a pas d'acteur de la distribution qui est dominant, en tout cas lui tout seul. Après, c'est tout l'enjeu des groupements de distributeurs, où on verrait qu'aujourd'hui, ils ont été mis sous contrôle de l'autorité de la concurrence, et la loi le prévoit, c'est très récent, ça fait un an simplement, où ils ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent en termes de regroupement à l'achat notamment, puisqu'ils sont mis sous contrôle de l'autorité de la concurrence. C'est de ce fait-là. C'est qu'à un moment donné, les acteurs économiques se sont dit le regroupement à l'achat est nécessairement bénéfique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'au final, ça va dans la mieux-disance qualitative et tarifaire, sauf qu'à un moment donné, si un tel regroupement à l'achat, que ça en arrive finalement à réduire les acteurs sur le marché à peau de chagrin, et là, ça va à nouveau redevenir anticoncurrentiel. Et dans ce cas-là, on place le tout sous contrôle du droit de la concurrence, alors soit sous l'angle des ententes, soit sous l'angle des abus de position dominante, puisqu'il y a un concept qui existe d'abus de position dominante collective. Donc des entreprises individuellement peuvent ne pas être en position dominante, mais pris collectivement sur un comportement commun peut alors caractériser un abus de position dominante collective. Très brièvement brossé ce que le droit pourra nous en dire. Mais après, évidemment, ça s'analyse qu'à partir. Enfin là, en l'occurrence, c'est une obligation, alors pareil, c'est un peu le cas du diable, mais c'est une obligation de pénétrer dans le système d'information de chaque partie. Alors, ce n'est pas réellement de pénétrer dans le système d'information de chaque partie. C'est-à-dire que Walmart utilise une plateforme et il demande à ses fournisseurs d'adhérer à cette plateforme et d'y renseigner les informations de traçabilité. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'ils ne fraudent pas? Alors, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent après. Exactement. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aller renseigner dans la plateforme que votre lot, il a été fabriqué aujourd'hui alors qu'il a été fabriqué il y a 4 jours. Simplement, c'est l'information qui est mise dans la plateforme qui, elle, est infalsifiable. Si vous la falsifiez en amont, là, on ne peut rien faire. Donc, d'où l'intérêt aussi, dans tout ce projet métier dont je parlais avant, entre guillemets, d'aller capter la donnée chez vous, d'être en mesure de capter la donnée au plus tôt. Et de se brancher. C'est les 20 minutes, ça? Ah, on est presque au 30. Bon, alors, très rapidement. Donc, Juste une question, ça
concerne Walmart, ça concerne que ces fabricants de marques distributeurs, pas les marques, privées. Coca-Cola n'est Non, non. pas. Coca-Cola est la marque Walmart. Est-ce qu'elle distribue les marques Walmart? Les marques distributeurs. Alors aujourd'hui, il a demandé à ses fournisseurs, l'annonce de lundi a été demandée à ses fournisseurs de laitue. Ensuite, ça va être généralisé. À terme, je ne peux pas parler au nom de Walmart, mais ce qu'on sent, c'est qu'à terme, ça va se généraliser. Si un Coca-Cola refuse ça, Ça sera un rapport de force. Alors, à mon sens, le risque est dans l'autre sens, c'est que les groupes vont adhérer. Par contre, ils risquent même, les groupes pourraient en réalité être en touche pour imposer ça. C'est-à-dire que justement, un Coca-Cola, par exemple, pourrait venir à dire à son distributeur, moi, je n'accepte plus de te vendre que si tu rentres là-dedans. Pourquoi? D'abord, un, ça lui simplifie un peu la vie, ça sécurise, ça lui simplifie un peu la vie. Et deux, surtout, ça lui permet de faire le ménage dans les entrants. C'est une sorte de barrière à l'entrée. C'est que s'il y a un nouvel acteur qui veut entrer, ce que disait madame tout à l'heure, un petit, c'est en cela où ça peut commencer à devenir un peu anticoncurrentiel, c'est que le fournisseur pourrait utiliser la technologie pour venir dire, moi, je vais l'imposer à mes clients, parce que moi je sais faire et j'ai les moyens d'investir pour être compatible avec ce que je vais l'imposer comme mode d'achat, alors que des plus petits ne pourront pas faire cet investissement-là, et j'ai donc me réserver finalement certains acteurs à l'achat que les autres ne pourront pas pénétrer. Parce que je vais mettre un coût à l'entrée rédhibitoire par rapport à des acteurs qui n'ont pas ma surface financière. Et ça s'est vu sur d'autres systèmes que la blockchain, des choses bien moins élaborées. On a déjà vu ce type de mécanisme. sauf qu'on dévoile quand même un nombre d'informations stratégiques, de formulations, de choses comme ça qui sont. Non, on dévoile pas de formulation. En fait, on dévoile la traçabilité du On produit. dévoile pas plus Ensuite, tous les ingrédients, forcément. Oui, mais pas plus qu'un cahier des charges aujourd'hui. Mais quand il y a des charges sur les marques, c'est quand même. Avec la réponse à cahier des charges à TD, Il y a une délai, je parle de marque. ah oui, Marc, c'est différent. Marque, c'est différent. Et c'est pour ça que je peux distinguer une idée de marque. C'est un consortium, hein, donc en fait c'est un accord entre tous. Donc les limites, enfin pour limiter l'intrusion, si... Alors, c'est un consortium sur la partie, ce qu'on a vu sur WeTrade par exemple, qui regroupe un certain nombre de banques. On est sur un consortium. Sur la partie IBM Food Trust, c'est un logiciel. C'est une plateforme, si vous voulez, à laquelle un producteur, un industriel, un retailer va adhérer, enfin va acheter un droit d'utilisation lié proportionnel à son chiffre d'affaires, mais vu a priori ce qui s'annonce, c'est pas très onéreux. Et donc en fait, c'est un droit d'entrée sur cette plateforme. Et une fois qu'il est rentré, il vient renseigner les informations qu'il veut et il va donner un droit d'accès complet, limité, restreint à un certain nombre de personnes. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que demain, vous êtes producteur. Vous produisez, on va dire, le poulet de Carrefour. Enfin, vous êtes le poulet de Carrefour, mais c'est un mauvais exemple parce que c'était une UMDD sur le poulet de Carrefour. Mais vous êtes en marque nationale. Sur cette plateforme-là, vous pouvez très bien avoir Carrefour présent, Leclerc présent et Intermarché présent. Et vous voulez donner à Carrefour que les informations de vos livraisons sur Carrefour. Donc vous êtes capable de cibler en droit d'autorisation et de disponibilité de l'information à certains des acteurs de la plateforme. D'accord? Donc c'est une plateforme sur laquelle tout le monde peut arriver, mais l'information, vous décidez à qui vous la distribuez. Sauf si la demande est imposée par le client. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez avoir plusieurs retailers sur la plateforme, mais vous, producteurs et fournisseurs de ces 3 retailers, vous allez cibler votre diffusion. En qualité, on a un truc qui s'appelle Trust One sur les cahiers des charges qui fait pareil. On limite l'accès, puis on paye au début. Je pense pas qu'on puisse comparer l'utilité des deux, mais en votre faveur. Et là, je comprends pas pourquoi il l'impose. Juridiquement, je vois pas pourquoi on va imposer d'adhérer à un logiciel payant. C'est déjà le cas de Prince One. C'est pas le cas. Moi, mon logiciel, il est payant. Oui, mais c'est pas Mais c'est pas le cas partout. Donc là, Walmart, en fait, il profite de cette situation comme je disais tout à l'heure, de dominante. Mais il impose d'aller chez vous, en fait. Moi, si j'ai une IBM, j'ai pas envie de chez mon fournisseur.
Comment? Je n'ai pas envie qu'IBM soit un de mes fournisseurs. Mais après, Au final, cette plateforme-là. forcément un de mes fournisseurs si je veux travailler chez Walmart. Alors, après, vous pouvez avoir votre blockchain en interne, et ensuite, il va y avoir des communications entre blockchains. D'accord? Ça va être de l'interopérabilité entre blockchains. Aujourd'hui, elle peut être à deux niveaux. Elle peut être au niveau de la plateforme IBM Food Trust, où il y a des API entrantes et sortantes. Et elle est en cours de développement sur la plateforme basse en dessous pour avoir des outils natifs entre blockchains. Donc vous pouvez ne pas adhérer, mais ce que demande Walmart, c'est que les informations soient rentrées dedans quand même. Mais on peut faire par un système d'interface. Oui. Oui, donc c'est pas un système. En plus, il y a moins de freins à l'entrée pour des petits producteurs. Vous parliez des laitues tout à l'heure. Ouais. Bon, sans trahir de secret, mais les prix aujourd'hui. Si c'est confidentiel, je ferme ma tête. Une plateforme comme ça, pour une entreprise qui fait 1 milliard d'euros, ça serait de l'ordre, prenez bien avec toutes les précautions d'usage, de 10 à 15 000 euros par mois. Comment? Bon, je crois qu'on a... C'est l'entreprise. La distribution, c'est pas le... Non, non. C'est lié au chiffre d'affaires. Le client est bien l'utilisateur et pas celui qui va donner des informations. Ah si, c'est un droit d'accès à la plateforme. Et comme c'est conventionnel le chiffre d'affaires, je vais citer la fourchette très très haute. Après, pour le petit producteur, ça va être, on va parler en nombre d'euros, mais les deux, c'est pas ça. Donc il faut pas, ça ne sera pas un frein à l'entrée. Bon, très rapidement pour conclure, parce que je pense que je suis carrément hors délai. Bon. Bon. Donc, cette plateforme va être disponible en France très rapidement. Il y a des annonces qui vont sortir, vous verrez. Sur la partie blockchain, puisque le sujet était IBM et la blockchain, sachez que chez IBM, c'est à peu près une centaine d'intervenants. C'est une centaine de personnes concernées sur le dossier. C'est 40 personnes en France, que sur la blockchain en France. C'est 10 personnes dédiées spécialisées sur la partie agro. Donc il y a une véritable équipe et un véritable savoir-faire qui est en place ici. J'imagine qu'on partage toutes les informations que l'on veut, comme des analyses contaminantes, la matière première, ça remonte toute la chaîne, tout l'eau, un lot de poivre d'Indonésie, on l'analyse là-bas, et ben voilà, l'analyse est là, est disponible pour toute la chaîne. L'analyse est disponible sur toute la chaîne, et dès lors que votre lot de poivre, par exemple, vous avez identifié une contamination, on est capable de remonter toute la chaîne. C'est ce que j'aurais souhaité vous montrer tout à l'heure, mais qu'on voit ici. Parce que la grosse valeur ajoutée, elle est là aussi. Voilà, là en fait, en tout petit, si vous voulez, vous avez des composants. Ici, vous avez des produits finis. Là, c'est les magasins finaux, les entrepôts intermédiaires, les usines de transformation, les premières transformations. Et vous êtes capable de suivre tous les lots. Et en partant d'une matière première, en partant d'un produit, on est capable de remonter la chaîne jusqu'au produit fini ici, et en repartant de là, de tous les autres ingrédients qui le composent. Ça veut dire que potentiellement un consommateur il scanne un paquet, il y a eu un QR code qui va bien avec le lot, on scanne le paquet et je sais que c'est Gérard Lenormand qui a fait la salade dans son champ à tel endroit. Je le sais dès lors que j'ai décidé de lui donner accès et de communiquer là-dessus. C'est lié en fait des informations qui ont été appelées de l'industrie. Ça ne fait que traduire des données qui sont... Ah ben, on ne va pas inventer de l'information, on va aller chercher de l'information dans vos systèmes opérationnels. Oui. Ça va être rapide. C'est rapide, sécurisé, inviolable, immuable et distribué. Dernière question, malgré toute la qualité de notre intervention, mais demain, il y a effectivement Bureau Veritas qui va sortir une autre plateforme qui va s'appeler Origin.
Carrefour va demander à IBM de travailler sur cette plateforme, et Super U va demander à travailler avec BV. Bon, pour X ou avec raison, ils ont des meilleurs liens. Donc ça veut dire que l'utilisateur U va payer, on a dit BV, et Carrefour va vous payer. Mais par contre, le fournisseur, lui, il va payer qui? Il va payer et la plateforme BV et la plateforme IBM. Comment ça se passait pour les industriels, tous ici présents? Bon, la plateforme BV n'est pas sortie. Déjà, le deuxième point, c'est que les blockchains vont se parler entre eux. Elles vont être à même de se parler entre eux, soit de façon native, soit par API. Donc il y a cette interopérabilité entre blockchains qui va permettre de récupérer les informations de l'une pour alimenter l'autre. Oui, mais sauf que ça veut dire quand même, sans travailler avec Système U et sans travailler avec Walmart, on paye deux fois les accès. Pour un petit producteur de laitue, généralement. Sur le modèle économique, il n'est peut-être pas encore complètement arrêté. Il faut ni étouffer les petits producteurs, ni oublier que cet après-midi, au final, c'est le consommateur. Il y a à nouveau une table ronde sur les blockchains, de toute façon, cet après-midi. M. Moni sera l'animateur. On en parlera, mais les tables rondes ont été fixées à l'avance. Mais de toute façon, vous aurez le compte rendu cet après-midi de chaque table ronde. Donc je pense que ça suscite pas mal de questions, mais ça risque de susciter pas mal de questions sur la table ronde. Quel pourrait être l'avantage d'un accord entre IBM et Mutual Audit? C'est une bonne question. Vous en avez une autre? Merci beaucoup. J'ai pas dit le rachat d'IBM par Mutual Audit. Oui, merci.